Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. J'ai visionné tout à l'heure une vidéo sur la visite du président Tebboune au Palais des Nations où il a prononcé un discours à l'occasion de l'ouverture des travaux sur la conférence nationale sur la relance industrielle. Nous allons la revoir ensemble, cette vidéo. Et je vous demande de bien en observer certains détails, parce qu'ils le sont très significatifs, où vous ne manquerez pas de comprendre que le moindre détail a été pensé, pesé, par des spin doctors, en gros sabots. Oui, chaque détail et chaque geste de Tebboune a été minutieusement élaboré pour nous vendre l'image d'un président charismatique, très impressionnant, fort, sûr de lui, qui use de l'assurance gestuelle et de l'index quand il s'adresse au grand commis de l'État qui lui faisait la haie. La longueur extraordinaire du tapis rouge qui lui a été déployé, où il déroulait, où il y a même des virages, et qu'il emprunte avec une grande aisance, laisse penser à une sorte de répétition. Tebboune jouait un véritable rôle, et on voit bien qu'il y prenait beaucoup de plaisir. À un certain moment, quand il s'adressait à Shengeriha, il ne savait pas, ou il avait oublié que sa voix était audible dans une des chaînes de télévision qui le filmait, et où nous pouvons observer un net décalage entre son attitude qu'il voulait imposante et ses échanges verbaux qui étaient très triviaux, qui frisaient la bonne blague du café mort du coin. Regardons-la ensemble. الهربات تنفع. يعطيك الصحة على الزيارة هذيك تاع كرتي تاعنا. وي. جو صدفة برك سيدي. لا مليحة مليحة طلعتي من معناها. وي. أهلا. كيف يصبح النور؟ أهلا بالرزق. كرم. Et comme par hasard, comme si de rien n'était, cette parade et ce panache viennent juste après que Saleh Goujil, le président du Sénat, nous ait annoncé le retour de novembre et de Boumediene, s'il vous plaît. Une fine orchestration. Et bien sûr, tout le monde aura compris que Boumediene est en train d'être réincarné par qui, s'il vous plaît? Par Tebboune, par Di. Écoutez Saleh Goujil. ونحن حاليا الانتخابات المجموعات المحلية البلديات والولايات نستكمل البناء تاع الدولة، وحقيقة لما نستكمل البناء تاع الدولة بمؤسساتها أيضا أنا دائما أذكر أن نوفمبر يعود، وحقيقة نوفمبر يعود، ونضيف لهذا أيضا أن بومدين يعود.
Des experts en communication et en gestion des foules sont donc en train de nous concocter un personnage. Et Tebboune est en train d'y entrer tout entier, par la gestuelle, par le discours, par la dégaine, par le roulage des mécaniques et un mensonge éhonté qui cherche à transformer par le verbe une Algérie qui sombre, un Titanic en devenir, qu'il veut transformer en vaisseau amiral toute voile gonflée et cinglant fièrement vers des lendemains radieux. Par le verbe, et seulement par le verbe. Qu'importe les factures à payer et l'imminence de la plus grande crise économique jamais vécue par l'Algérie, dont les premiers effets commencent déjà à se faire ressentir. Qu'importe l'état de déliquescence des pouvoirs publics et leur abyssale impéritie. Qu'importe la misère galopante, qu'importe les inondations, les pénuries, l'inflation, le chômage, les harragas, le retour de manivelles diplomatiques. Qu'importe le boycott massif des Algériens de toutes les élections, la dégradation de l'image du régime à l'international, la colère du Front social qui couve. Qu'importe tout cela et bien plus encore, l'essentiel est de donner le change, n'est-ce pas? De faire croire aux foules grises, celles-là qui ont besoin d'un président charismatique, que Boumediene est de retour, sous l'avatar d'un Tebboune gonflé à bloc, à qui les verts de gris ont enfin offert un destin national. Et qu'importe si c'est le dernier tour de piste, les derniers flonflons d'une fête qui se débande et le dernier souffle d'un grabataire qui expire. Qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Et celle du pouvoir, l'ivresse du pouvoir, est autrement plus grisante, plus prenante. Quand on s'y adonne, on ne s'en réveille plus jamais. L'addiction y est tyrannique. Et quand vous y êtes accro, ce qui semble être le cas de tous ces gens-là, vous lui sacrifieriez l'avenir de tout un peuple plutôt que de redescendre sur terre. Tebboune, on est là, et les autres aussi, qui tirent les ficelles de la marionnette. Ils sont tous accros, et ils ont tous peur de devoir rendre compte un jour, si tant est qu'ils acceptent de rendre le tablier. Ils sont donc dans, après moi, le déluge. Et ce travail de communication des spin doctors qui écrivent les scripts et règles et les chorégraphies procède d'une sorte de thierry-barquisme qui devrait être enseigné dans les formations doctorales en psychiatrie. Et je reste mesuré. Algérie, rétro-info de la semaine, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Avec nous pour en parler, Aziz Mouatz, journaliste et écrivain, qui est avec nous depuis Mostranem. Aziz Mouatz, merci d'être avec nous. Le plaisir est pour moi, c'est... Merci. Ensuite, Assia Gchoud, militante politique et militante des droits de l'homme, qui est avec nous depuis Strasbourg. Assia Gchoud, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Salam alaikum. Salam alaikum. Et Hassan Moussi, militant politique, qui est avec nous depuis Montréal. Hassan Moussi, merci d'être avec nous. Merci Jamal, merci pour l'invitation, à tout le personnel d'El Magharibia, aux Algériens et à tous tes invités. Merci beaucoup. Alors je reviens à Aziz Mouatz, qui n'est plus à présenter, c'est un invité qui est venu souvent à El Magharibia. Aziz Mouatz, j'aimerais que nous parlions de votre livre qui vient de sortir il y a quelques semaines, je crois, Les Galets de Si Ahmed. J'aimerais qu'on nous le montre, voilà.
Aziz Mouatz, je ne vois pas très bien le nom de la maison d'édition. Aziz Mouatz? Dar el-Qubbiya. Très bien. Il est sorti il y a quelques semaines, n'est-ce pas? Moi, j'ai suivi sur votre page Facebook. Oui, il est sorti il y a quelques mois, absolument. Ah bah, très bien. Félicitations. Il semble que le livre ait le vent en poupe et qu'il évoque des questions mémorielles qui vous tiennent à cœur, que vous avez en quelque sorte prises à cœur aussi, et surtout, et beaucoup. Vous voulez dire un mot sur votre livre? Oui, je vous remercie. C'est un livre qui est quasiment autobiographique, mais je parle un peu de toute la souffrance du peuple algérien et de sa résistance. Donc, il ne se limite pas uniquement à l'offensive du 20 août 1955 dans le nord constantinois, mais je parle aussi d'autres régions, la région de Gerjoum, de Mascara, la région de Moustaganem, les enfumades de l'Adriyah, parce que c'est le parcours d'un jeune Algérien qui traverse comme ça l'histoire de son pays. Il y a des moments où il est lui-même acteur, et puis il y a d'autres moments où il fait parler les autres. C'est une confrontation entre le jeune Glad et le colon de la région de Skikda qui les a abrités après le massacre et la destruction de leur douar le 23 août 1955. C'est dans la région de Skikda. Et donc, je fais vraiment, c'est un parcours, d'ailleurs ça démarre chez l'Adriyah, ça passe par les massacres du 8 mai 45 à Sétif, parce qu'il y a un rapport direct avec ce qui va se passer 10 ans plus tard. Et c'est tout le combat du peuple algérien que j'essaie de reprendre avec des témoins, des témoignages très précis. Il y a très peu de romance dans le texte. Et j'ai eu l'honneur d'avoir un préfacier et un post-préfacier. Le préfacier est quelqu'un de très connu parce que c'est une lignée de grands combattants du temps d'émir Abdelkader. C'est Abdel Fattah dit Mohamed Zeddour, Mohamed Ibrahim Zeddour. Et la postface est signée du grand historien, grand ami de l'Algérie, Olivier Lecourt Grand Maison, que j'ai eu le plaisir d'accompagner jusqu'à la grotte de l'Adriyah, sur laquelle lui aussi avait déjà écrit avec François Maspero ce que furent les massacres coloniaux durant le 19e siècle. Très belle référence en effet. Merci Aziz Mouatz pour cette présentation. Alors, pour en revenir à l'actualité de la semaine passée, puisque la fin de la semaine en Algérie est le vendredi, les élections qui ont été le fait majeur. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces élections, sur le taux de participation, sur ce que le régime appelle le parachèvement institutionnel de l'Algérie nouvelle ou quelque chose comme ça? Les dernières élections locales, communales et wilayales, sont des élections qui, à mon sens, elles ont été très mal placées sur le plan chronologique. Moi, à mon avis, il eût fallu commencer par là, c'est-à-dire qu'il eût fallu donner la chance à de jeunes Algériens, des jeunes qui veulent que ce pays change, qui veulent aider, qui veulent participer à la construction de ce pays, d'émerger au niveau des élections d'abord locales, et puis pourquoi pas faire un peu apprendre leur métier, et puis devenir, pourquoi pas, des députés, des ministres, des responsables politiques, mais vraiment à partir de la base. Bon, l'agenda qui a été concocté par l'administration est un agenda tout à fait inversé. J'ai jamais compris pourquoi. Bon, maintenant on parle de parachèvement. Techniquement, c'est vrai. Hélas, pour certaines mairies, pour certaines régions, où il n'y a pas eu d'engouement de la part des candidatures, d'ailleurs, c'est pas uniquement de la part de l'électorat. Même les candidatures, il y a beaucoup de régions, notamment la Kabylie, où j'ai eu la chance de séjourner il y a quelque temps. Et il y a certaines communes, certaines petites communes pratiquement, où il y avait un seul candidat, pardon, qui a fait que, à mon sens, la démission de la classe politique, la démission des partis politiques, et puis il y a cette émergence
de nouveaux partis politiques comme le BINA, qui à Moustaghanam avait raflé les postes au niveau de législative et qui vient aussi de profiter de l'opportunité de cette dernière élection pour rafler aussi énormément de postes. Je constate qu'il s'agit pour la plupart de jeunes éléments, de jeunes universitaires, et je me pose la question, je me demande si quelque part ce ne sera pas un bien pour un mal, je ne sais pas. Et ce retour relatif, hein, puisque le FLN a beaucoup perdu entre ce mandat et celui précédent. Mais sinon, le FLN revient en force et le RND assez basque dans ce qu'on nous présente comme étant l'Algérie nouvelle, le FLN et le RND. Il est évident que ces deux partis, parce que ce sont des frères jumeaux quand même, il faut se le rappeler, comme ils sont sur la place et puis ça fait quand même une trentaine d'années pour le RND et ça fait une éternité pour le FLN politique après indépendance, parce que je ne parle pas de celui de la guerre des libérations, qui est tout à fait un parti respectable et respecté. Mais ils sont là, ils tiennent l'administration locale, ils tiennent les mairies, ils sont partout. Et ils ont aussi, il faut le dire, ils ont un petit corps comme ça d'électeurs qui leur est dévoué corps et âme. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas d'autre issue. Il faut, notamment dans les petites communes, dans les campagnes, c'était aussi valable dans les grandes, les régions du Sud. Il y a un corpus qui appartient justement à cette mouvance du FLN et puis plus tard du RND, qui fait que eux, ils ont quand même un petit corps électoral qui est fidèle et qui ne rate pas l'occasion. Évidemment, si les autres partis ne participent pas, si on appelle au boycott et si on se divise, il est évident que ça va perdurer. Ça va perdurer. Pour moi, ça n'est pas du tout une surprise. Comment expliquez-vous, excusez-moi de vous interrompre, comment expliquez-vous que ces résultats dont ils sont en train de tirer gloire, ils triomphent littéralement, comment expliquez-vous qu'ils n'aient récolté que le tiers de l'électorat alors que ce sont des élections locales qui habituellement ne sont jamais boudées, ne sont jamais désertées? Comment expliquez-vous qu'il n'y ait eu que le tiers de l'électorat? Oui, mais je vous dis, c'est un peu leur réserve utile. On a toujours tourné avec ce tiers du corps électoral qui, lui, est dévoué corps et âme au FLN, au RND et à quelques partis islamistes. Le BINA est une excroissance du Hamas, et le Hamas aussi est revenu, il est classé en 4e ou 5e position. Il y a cependant, pour cette élection-là, il y a les indépendants qui ont fait une petite percée, il faut le reconnaître. C'est une petite percée, c'est pas négligeable. Oui, très bien. Alors, Assia Guichoud, donc, à votre avis, quelle lecture faites-vous de ce qui vient de se passer en termes d'élections locales? Oui, pour moi, ces élections, Jamaluddin, ne sont que le dernier épisode de la série qu'ils ont appelé le Hirak Moubarak. Voilà, et ils ont même inscrit ce Hirak Moubarak dans leur constitution, et Tebboune en est un pur produit. Donc, pour preuve, le FLN et le RND sont arrivés en tête. Donc, c'est du réchauffé. Pour moi, c'est du réchauffé. Encore une fois, leur nouvelle Algérie n'a pas trouvé preneur. Et dans cette série... sans le peuple, finalement, digne d'un film hollywoodien, il y a les méchants, la main étrangère, les complots, les ennemis extérieurs, etc. Donc, ce que je peux souligner, c'est que, vivant en France, je sais que les élections municipales, ce n'est pas simplement en France, mais dans tous les pays, ce sont des élections importantes, où la majorité des citoyens participent grandement, plus encore que pour les présidentielles, parce que c'est là où on va choisir le maire du lieu où on vit, de la ville ou du petit village. Moi, j'habite un petit village et le maire a une fonction très importante ici. Donc, il est vrai que nous votons plus pour les municipales parce qu'on va choisir un maire qui va décider si on a nos enfants qui sont scolarisés, de la manière dont l'école va être gérée.
voilà, tout le village finalement vit à travers les choix de ce maire. Donc, pour moi, ce sont des élections importantes et le fait qu'elles soient désertées en Algérie et que le peuple ait choisi de ne pas s'y rendre, c'est signe évident d'un rejet total. Hein. Donc, c'est une rupture qui est aujourd'hui, qui a été encore appuyée par le peuple vis-à-vis de ce régime. Et il reste sourd à cet appel parce que là, on ne peut pas le nier, c'est une évidence. Ils ont beau mettre de la levure chimique pour gonfler les chiffres, nous savons bien que malgré le fait qu'ils les gonflaient, ça reste quand même très en deçà de ce qui est attendu. Mais Assia Guichaud, pardon de vous interrompre, est-ce que nous pouvons mettre ça sur le compte d'un boycott délibéré de l'électorat dans le sillage du Hirak, qui ne serait donc pas aussi mort qu'on cherche à nous le faire croire? Ou est-ce juste une abstention comme ça de l'indifférence? Ou est-ce que c'est, pardonnez le terme, du je m'en foutisme, comme on dit, les gens ne se sentent pas concernés, ils sont débranchés, ils sont déconnectés, d'après vous? Non, d'après moi, ils ne sont pas déconnectés, bien au contraire, ils sont encore plus connectés avec la réalité et ils savent très bien ce qui est en train de se passer. Je vous parlais de ce rejet, mais ça s'inscrit dans le Hirak. Je pense que chaque citoyen aujourd'hui est dans ce Hirak, même s'il ne sort pas dans la rue. Mais tout le monde a très bien compris que ce régime n'est là que pour se maintenir, n'est pas là pour ni le bien de l'Algérie, ni du bien du citoyen. Donc ça s'inscrit totalement dans le Hirak. Et ce boycott massif n'est que la continuité du Hirak. Le Hirak ne s'est pas arrêté. Et il ne passe pas que par les manifestations, les démonstrations dans les rues. Il passe aussi par le boycott, par ce rejet, par le fait de tourner le dos à ce régime, parce que boycotter, c'est tourner le dos. Hein. C'est ce qu'a démontré le peuple aujourd'hui en force. Même les wilayas où il y avait de fortes participations dans le passé, d'après les derniers chiffres, c'est catastrophique pour ce régime. Donc ça démontre clairement qu'ils sont illégitimes et rejetés par une grande majorité. Restez avec nous. Hassan Moussi, même question, je suis tenté de vous poser. Rebonjour Jamal et rebonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, par rapport d'abord, je m'excuse, vous savez jamais, je reprends toujours ce que vous nous montrez au préalable. Là, la vidéo, je voulais dire un mot par rapport à la vidéo que vous venez de montrer, et puis répondre à votre question. Moi, je dirais, Jama'a, ce n'est malheureusement pas les tapis rouges, la beauté des salons qu'on nous montre, les mensonges, je dirais moi, les promesses, ou encore les hamdoullah, les inch'Allah à longueur de temps, qui peuvent faire avancer l'Algérie. Quand tout est médiocre, quand tout est faux, quand tout est triche, quand tout est perverti, c'est plus fort que ça. C'est beaucoup plus l'intérêt de l'Algérie, l'intérêt supérieur de l'Algérie, de son peuple, dont rêve le peuple algérien, le Hirak aujourd'hui, au moment où le monde avance et l'Algérie stagne, sinon recule. Non, le peuple, heureusement, Jamal, a tout compris. Bien que, personnellement, juste pour finir avec la vidéo, bien que je ne porte pas totalement Boumedienne dans mon cœur, mais loin, très loin de Tobon ou de Bougil de l'égaler, ce monsieur-là. Ils sont loin d'égaler Boumedienne. Ils ont intérêt, justement, à oublier, encore une fois, de vivre sur cette rente mémorielle, à chaque fois on nous cite des martyrs, ou cette rente pétrolière. L'Algérie, on a beaucoup de défis qui nous attendent. Arrêtez de nous citer des Laïrhamhom, des Boumedienne, des Didouchmoura, des Amirouche, pour faire semblant que vous aimez le pays, vous aimez ces gens-là et vous endormez le peuple entre-temps. Voilà pour votre vidéo, Jamal. Moi, mon intérêt supérieur, c'est de zoomer sur je dirais moi, sur ce qui est important pour l'Algérie, pour mon pays. Nous n'en avons qu'un seul pays. On se doit d'être utile, Jamal. Hassan, pardon de vous interrompre. Oui. Est-ce que ces images qu'on nous montre d'un Tebboune qui en déroule un tapis rouge de je ne sais pas, qui est interminable, qui a même des virages, et cette façon de parler avec les gens en pointant de l'index, est-ce qu'on est en train de nous fabriquer un personnage
charismatique, ce qui n'est vraisemblablement pas, ce qui n'a vraisemblablement jamais été? Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment votre qualificatif. Ils veulent nous fabriquer un personnage charismatique, mais non, il n'est pas un personnage charismatique. Bon, d'abord, ce n'est ni moi, ni vous, ni les 80% des Algériens qui l'ont élu, mais on l'a placé quelque part par ces généraux-là, cette poignée de généraux, parce qu'il est utile à cela. Non, ils veulent tout simplement nous fabriquer une personnalité charismatique, mais jusque-là, nous ne l'avons pas, cette personnalité de autant Bouteflika que lui. Je pense qu'on est loin encore de trouver une personne charismatique. Mais par rapport justement à ces élections de Jamal, j'aurais aimé dire un mot moi aussi. Je disais que nous avions un seul pays et on se doit de le protéger, surtout en ces moments de turbulence interne, à l'interne et à l'international. Nous ne manquerons de respect à personne. Nous sommes désolés, nous parlons le langage de la vérité et nous sommes en train de faire des critiques positives. C'est pour faire avancer notre pays. Moi, ces élections du 27 novembre, APC, APUI, comme ils sont, si vous voulez, le dernier tour de cette... De piste, si vous voulez, de ce marathon inscrit par le pouvoir algérien, que cette minorité, une petite minorité, appelle élection. Ce n'est pas une élection. Pour nous, c'est tout simplement, pour cette grande majorité du peuple, cette grande majorité absolue du peuple algérien, ce n'est ni plus ni moins qu'une tragicomédie, une ruée vers l'horreur, qui va encore, Fouad Jamal, retarder, je dirais moi, la naissance d'un vrai état de droit, dans toutes ces institutions et composantes. C'est l'éternel retour justement de ce que nous sommes en train de dire vous et moi et nos collègues qui ont répondu à l'instant. C'est le retour de tous ces opportunistes, ces moutons de panurge pour occuper des postes et améliorer leur standing, leur propre situation sociale à tout point de vue. C'est aussi la confirmation d'un statu quo, moi je dirais systématique, encore plus étouffant pour les libertés et la démocratie, avec l'ancrage plus prononcé de ces partis honnis, encore une fois, ces partis honnis par le peuple algérien, à l'image du FLN, du RND, du MSP, Ndeko, des partis mangeoires, je dis, je le redis, c'est des partis mangeoires, sans substance, sans proposition, sans intérêt pour le pays, et sans intérêt pour le peuple aussi, servant tout simplement de béquilles sur lesquelles s'appuie encore quelque temps ce pouvoir aveugle et sourd au désir du peuple. J'ajouterai un élément, Jamal, si vous permettez, je vous rends l'antenne et en attendant d'autres questions. Vous savez qu'on a 115 230 candidats, je le rappelle aux gens, 115 230 candidats. Et vous savez que c'est pour les 1541 APC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 75 maires qui se disputent l'APC. C'est une ruée vers l'horreur. 75 candidats pour une mairie. Au moment où, récemment, il y a 15 jours, nous avions fait une élection ici à Montréal de l'APC, 10 candidats étaient seulement à la course de la ville de Montréal, qui fait 2 fois Alger, et 10 candidats à la course de la mairie de Paris, au moment où, comment elle s'appelle, Hidalgo est élu, et 2 candidats, vous êtes mieux placés que moi pour le savoir, 2 candidats seulement se disputaient la mairie de Londres. C'est quoi 75 candidats pour des mairies en Algérie? 115 230 candidats, Fouad Jamal. Moi, je vais vous dire, c'est quoi les 7 500 000 de votants? Je vais vous les donner. C'est tout simplement 65, 70 parents, cousins, voisins, amis de chaque candidat. Si vous multipliez 115 230 candidats par 70, vous obtenez exactement 7 800 000 votants, incluant Tebboune et consorts qui ont voté. Nous avions dépensé, mes chers amis, 9 milliards de dinars. On dirait que c'est les élections communales de toute l'Afrique qu'on préparait. Une mangeoire à ciel ouvert, 40 partis politiques qui font la course à ces élections. Moi, si vous me dites, je suis de la politique, je suis la politique, je suis un analyste politique, vous me dites, Hassan Moussi, comptez-moi les partis politiques algériens. Je peux vous compter 4, 5, 6, à grande vitesse, RND, FLN, LCD, FFS, PT, mais je ne peux pas aller à 40. Tebboune, vous lui dites de vous compter le nombre, les noms des partis politiques, il ira à 4 à 5 qui s'arrêtent. C'est quoi 40 partis politiques? Élément final, Fouad Jamal, je pense, c'est ma proposition très importante, parce qu'on parle de 24 000
24 millions de candidats, d'inscrits. Ce 24 millions d'inscrits, donc fichier électoral non actualisé, c'est le même chiffre qui revenait à chaque fois au premier mandat, au deuxième mandat de Bouteflika, troisième, quatrième. Donc, bonne élection, constitution, c'est 24 millions. On n'a pas modifié ce fameux fichier électoral. Et Hassan Moussi, qui a habité dans une ville A, il a étudié dans la ville B, il a fait son service national dans la ville C, et il a habité plus tard en travaillant dans la ville D. Ça veut dire qu'on a voté pour Hassan Moussi 4 fois. On ne l'a pas corrigé. Et dans ce que je propose, quand on aura cette grande Algérie que le Hirak, que le peuple algérien demande, ce jour-là, il faudrait que l'on aille vers un quorum, un nisab, l'arabe. Et on revient, je reviens vers vous dans un petit moment. Merci. Aziz Mouatz, commentaire avant que je vous pose une question en particulier? Oui, je constate que mes deux contradicteurs, qui peuvent être des amis aussi, Madame Keshoud et Monsieur Moussi, parlent de loin. C'est-à-dire que c'est vrai, on a tendance à se comparer, à se comporter, et puis pourquoi pas à faire du mimétisme. L'Algérie, c'est un jeune pays, c'est un pays qui a à peine 60 ans. On ne peut pas le comparer ni au Canada, ni à Montréal, ni au Québec, ni à l'Alsace-Lorraine. C'est un pays qui se construit, il s'est construit dans la difficulté. On est passé par des périodes très très difficiles. La guerre de libération a mis le pays à terre. Les seules quelques bonnes années où on a eu de l'investissement, c'était dans la période de Boumediene. Chadli est venu, on a tout détruit, pratiquement tout le tissu industriel. Je ne dis pas qu'il était bon, mais au moins il donnait à manger un peu à tout le monde. On l'a complètement démoli. Et là, curieusement, au lieu de parler justement de la relance industrielle que le président de la République essaye d'insuffler, on s'intéresse à son tapis rouge, qu'il est trop long, il est trop court, il fait des virages. À mon sens, il faut revenir vers ce qui me semble à moi fondamental. Qu'est-ce qu'on peut offrir à ce pays? Et est-ce que les partis qui sont maintenant en charge des mairies et des communes, avec les nouvelles, je vous dis, il y a beaucoup de jeunes qui ont gagné, qui ont été élus. Il faut leur donner aussi leur chance. Mais les anciens partis politiques sont effectivement dépassés. Je vous dis, ils ont leur petit quorum avec lesquels ils ont toujours fonctionné. Il faut peut-être leur donner le change. Et on ne peut pas leur donner le change si on va dans l'abstention et si on reste à la maison le jour du vote. Moi, je suis allé voter, il n'y avait pas grand foule. Ça m'a fait mal quelque part parce que je me disais, même pour la mairie, on n'est pas très civilement à se déplacer et à aller voter et aller au moins choisir quelqu'un, un universitaire, un jeune, et puis insuffler le changement. Parce qu'on avait cette chance au niveau des communes, même si les meilleurs ne sont peut-être pas passés. Mais je suis persuadé qu'il y a quelques-uns qui feront parler d'eux, que ce soit au Parlement ou soit dans les assemblées communales ou les assemblées de wilaya. J'en suis convaincu. Parce qu'il y a quand même un petit brin de jeunesse qui a investi la scène. Et je suis persuadé que, d'abord, moi, par définition, je leur fais confiance. Et ensuite, je suis persuadé qu'on va trouver des patriotes là-dedans. Et je suis convaincu, à petits pas, ils vont faire quelque chose de ce pays. Quand vous dites un pays qui se construit, d'où tirez-vous cette assurance et ces certitudes dans un pays où la majorité de la jeunesse ne rêve que de le quitter, ce pays, dans un pays où le taux de chômage semble être l'un des plus importants au monde, dans un pays où l'économie informelle représente au moins 70% de l'économie, dans un pays où les généraux désignent le président, dans un pays où les présidentielles ont été massivement boycottées, où les législatives massivement boycottées, où le référendum a été tellement massivement boycotté qu'on parle de 2% de participation, dans un pays où la pomme de terre est introuvable, dans un pays où il y a des pénuries d'eau, des inondations. Où voyez-vous que le pays se construit? Moi, je vois qu'il se construit parce que je vis ici, moi je vis dans ce pays, hein, tous les 2 jours je vais faire mon marché, hein, si jamais le dit. Je vois cette activité, je vois, bien sûr, on peut, vu comme ça de loin, ou vu de la capitale, ou des palais, c'est vrai que c'est anachronique.
Mais je suis désolé, moi quand je vais au marché, c'est vrai que les prix ne sont pas à la portée de n'importe qui, mais il y a une production agricole qui est incontestable, on ne peut pas le nier. Alors, on a parlé il y a un mois, quelqu'un avait dit je vais importer de la pomme de terre. On était quelques-uns à dire c'est ridicule parce que la pomme de terre locale va rentrer sur le marché, la pomme de terre locale est rentrée sur le marché. Maintenant, si vous voulez faire une émission sur le sujet de la pomme de terre, je suis bien placé pour connaître un peu les tenants et les aboutissants. Et je peux vous dire que ce pays a un potentiel. Il y a encore des gens qui vont investir. Il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent dans le sud, dans l'agriculture saharienne. Je ne dis pas que je suis d'accord, mais je constate tout simplement qu'il y a cette volonté, il y a ce dynamisme. Je ne sais pas qui insuffle tout ça. C'est une réalité, on ne peut pas le nier. Quand vous sortez dans la rue, vous avez plein de camions qui ramènent des fruits et légumes du sud, qui dispatchent tout ça. Les marchés sont achalandés, les prix ont augmenté. Il y a beaucoup d'intrants aussi qui ont augmenté. Peut-être qu'il faudra en parler un jour. Le gazole a augmenté, l'énergie a augmenté, les intrants, les engrais ont augmenté, c'est vrai. Mais il y a cette volonté, et moi je vous parle en tant que fils de Fellah et en tant qu'ingénieur agronome qui s'intéresse à l'agriculture, parce que c'est le véritable terreau dans lequel on puise la puissance économique de ce pays. Il y a une très grande activité, malgré les contraintes, malgré les difficultés. Et il y a, cette année, vous qui êtes originaire des Aurès, je vous rassure, la pomme des Aurès, elle inonde le marché algérien. C'est vrai que le prix varie entre 180 et 600 dinars. Mais elle est là, elle est présente, elle a remplacé la pomme d'importation qu'on nous imposait il y a à peine 4 ou 5 ans. Ça, c'est ce pays-là, c'est ce peuple-là que je connais, que je fréquente, et c'est lui dont je parle. Je ne prétends pas le représenter pour autant. Assia Guichaud, commentaire ou souhaitez-vous une question? Je voudrais bien faire un commentaire justement à M. Aziz Mouat, pour tout le respect que j'ai pour lui. Je ne suis absolument pas d'accord. Et la comparaison, nous n'avons pas comparé avec les pays dans lesquels on vit, parce que si on devait comparer, finalement, quand vous parlez d'un pays qui se construit, en 60 ans, nous pouvons comparer avec un certain nombre de pays et ce qu'elles ont produit et où en est leur nation après 60 ans. Je vous assure que le constat pour l'Algérie serait déplorable. Véritablement, là on pourrait comparer et l'histoire en est jonchée. Par contre, j'ai parlé des municipales dans mon petit village parce que justement la logique veut que le citoyen va s'inquiéter un petit peu plus d'élire son maire. Et justement, en Algérie, depuis toujours, les Algériens votent massivement au municipal et cette question les concerne. Cette année, ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres qui sont avérés, qui sont devant vous. Donc je compare vraiment le comparable. Et vous parliez justement de Tebboune et ce qu'il veut faire pour le commerce en Algérie. Il a été ministre du commerce en 2017 sous Bouteflika. Pourquoi il n'a pas pris ces mesures-là à ce moment-là? J'ai bien écouté son discours, parce que Jamal Eldin... Lui dit, est en train de dire et de répéter qu'on ne l'a jamais laissé faire, que Hagro, pour sa compétence justement et son intégrité. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, de toute façon, on sait très bien qu'il a participé à cette mascarade et il continue sciemment à y participer. On sait très bien que Tebboune... ceux qui l'ont mis en place, ce sont les généraux qui détiennent de toute façon les rênes au pouvoir depuis toujours. Il sait parfaitement bien qu'il est sous le règne d'une dictature militaire en Algérie et que rien n'est entre ses mains pour faire quoi que ce soit. Et en 2017, c'était déjà le cas quand il était ministre du Commerce et ça ne changera pas aujourd'hui. Ce n'est pas en quelques années que les choses vont changer. Tebboune n'est qu'une marionnette. Lui le sait parfaitement bien et tout le peuple algérien l'a compris. Donc le rejet des élections, qu'elles soient présidentielles, législatives ou municipales, en est une preuve évidente. Et le peuple algérien l'a très bien compris. Que nous vivions à l'intérieur ou à l'extérieur, nous l'avons très bien compris. Donc ce n'est pas parce qu'on vit en Algérie que les choses sont différentes. Voilà ce que je peux commenter là-dessus. Hassan, moi aussi. Merci, Assia. Hassan, moi aussi, sur ce que nous dit Aziz Mouat. Oui, d'abord, je rejoins en totalité ce qu'a dit notre ami Assia Guichaud.
Je la rejoins totalement. Ça ne veut pas dire qu'elle est parce qu'elle est dans mon clan, pas du tout. Tout simplement, comme je vous avais dit tout à fait au début, nous sommes une force critique. Nous apportons des préconisations, des propositions, et nous sommes là pour critiquer positivement. On n'insulte personne. Monsieur Moat est à côté de la plaque. Désolé. Je lui tire chapeau pour le livre qu'il a écrit, je ne l'ai pas encore lu, mais pour ce qu'il venait de dire, je ne partage absolument pas ce qu'il venait de dire. Pourquoi? Parlons de pays jeunes, mon cher ami Moat, je crois que peut-être vous et moi avions le même âge, je ne sais pas, parlons de pays jeunes. Moi personnellement, et beaucoup d'Algériens vous diront peut-être la même chose, nous sommes prêts à pardonner ceux qui avaient gouverné pendant les 10-15 premières années, sur le plan économique, hein, pas politique. Sur le plan économique, tout ce qui était à la tête de l'Algérie jusqu'aux années 80, on peut leur pardonner. On était jeunes à ce moment-là, on sortait du joug colonial, on ne savait pas les concepts économiques, les ceci, les cela. On peut pardonner, même si on avait perdu des centaines de millions de dollars avec le Waqt jusqu'à 10-15 ans sur le plan économique. Mais depuis 80, désolé, nous avons de l'expérience, nous avons des universitaires, nous connaissons ce que c'est que l'économie, nous nous comparons aux nations étrangères. Et oui, il faut se comparer justement aux nations étrangères, mon ami Moatz. Moi, je vous dis, comment voulez-vous dire que nous sommes jeunes, que nous avançons, que nous avons de la pomme de terre, etc., etc., quand l'Espagne, un mouchoir de poche, l'Espagne, un tout petit mouchoir de poche, faisait rentrer 90, je dis bien, écoutez bien ce chiffre, 90 milliards d'euros, rien que du tourisme. Il est deuxième pays touristique après la France et en troisième position les États-Unis d'Amérique. 90 milliards d'euros est rentré du tourisme. L'Espagne à côté de nous, mouchoir de poche, qui n'a pas tout ce que nous avions comme ressources, comme capacité, comme verdure, comme paysage, comme jeunesse, comme accueil, comme éducation, logiquement. Et figurez-vous bien, 90 milliards d'euros, c'est 3 fois nos réserves de change, mon cher ami Moat. Et puis, je dirais plus, je dirais 3/5, puisqu'il parle d'agriculture, il est agronome. Mais M. Tebboune nous a dit qu'il a produit il n'a même pas dit l'équivalent, hein, il a dit qu'il a produit pour 25 milliards de dollars de produits agricoles. Ça fait partie aussi du TGV qui nous a promis qui va passer d'Alger jusqu'à Tamaracet et retour. Moi, je sais que beaucoup d'Algériens sont sur les quais aujourd'hui, entre Tamaracet et Alger, à attendre son TGV qu'il avait promis pour belle lurette. Ou encore nos fameux joueurs de football qui attendent que le stade du 5 juillet soit couvert. Il l'avait promis, ça fait belle lurette, et nous sommes à des années-lumière après. Rien n'est fait, ni TGV, ni stade couvert. Et il nous parle de 25 milliards de patates. 3/5, monsieur Moat, 3/5 du terrain agricole algérien qu'on peut exploiter attention, Hassan Moussi, là vous risquez dans un terrain que M. Moat contrôle parfaitement, hein, maîtrise parfaitement. C'est un ingénieur agricole, agronome très aguerri, très au fait de la situation. Mais allez-y, je tenais à vous avertir. Oui, avec ça pour m'avoir averti, et nous avions tout le temps averti le pouvoir. Hein. Vous êtes un éclaireur, vous êtes un alarmiste, un truc d'alerte. Nous avions toujours été des éclaireurs, des machins d'alerte à ce pouvoir-là depuis des décennies. Jamal, il ne voulait pas nous écouter. Donc, moi, quand j'avance un chiffre, vous pouvez consulter Google, Larousse, Robert, Yahoo, tout ce que vous voulez, vous le trouvez, ce chiffre-là. 3/5 des terrains agricoles algériens ne sont pas exploités, ils sont en jachère. Nous avons offert dernièrement, je ne sais pas exactement mais des dizaines d'hectares à des gens, à des agriculteurs, puisqu'il est mieux placé, monsieur Moat, pour le confirmer, il verra, mais qui sont laissés inexploités. Donc, arrêtons, oui, l'Algérie, c'est un grand pays, nous avons des ressources, nous avons une jeunesse extraordinaire, des diplômés à l'appel, mais cette élection, quoi, Jamal, moi, je ne blâme pas, encore une fois, je ne blâme pas cette frange, cette minorité de frange de population qui a été votée. Je vais vous dire ce que je blâme, moi. Moi, je ne blâme pas ces gens-là. Pourquoi? Parce que l'école n'a pas fait son travail. Ils sont ignorants quelque part. Ils sont méprisés, délaissés, écartés de l'information. Les médias n'ont pas joué leur jeu. Tout ça a fait que ces vieilles personnes, notamment, et certaines vieilles femmes, vieilles hommes, etc., ont voté. Sont venus voter. Moi, vous savez qui je blâme? Je blâme des gens comme M. Moat, je blâme des intellectuels, je blâme des Tebboune, je blâme des leaders de partis politiques qui ont cautionné cette élection, sachant pertinemment que 75-80% des démocrates, de l'intelligence, des patriotes
sont totalement écartés. On nous pousse donc, tout simplement, on nous pousse à nous jeter à la mer, à nous exiler, à nous cacher. Voilà ce qu'ils veulent, alors que nous sommes prêts à construire ce pays, nous avons les moyens, nous avons la connaissance, pourvu qu'ils nous consultent, qu'ils nous incluent dans tout ce qui conditionne l'avenir. Et restez avec nous, Hussein Moussi. Aziz Mouatz, peut-être souhaitez-vous commenter ou répondre? Oui, mais bon, c'est pas nécessaire de rentrer dans une polémique qui ne fera pas avancer le débat. Oui, donc sinon j'ai une question pour vous. Hein. Allez-y. Alors, que pensez-vous de ces professions de foi du Hirak, profession de foi et non plus slogan, Madani Machi Askaria? Que pensez-vous du fait que les boycotts des élections présidentielles, législatives, référendums sur la Constitution et enfin APC ont été un puissant désaveu de ce que ces messieurs dames nous annoncent comme étant l'Algérie nouvelle. D'abord sur Madaniya Machi Askaria. Bon, le Hirak, vous savez, moi je pense que nous étions quelques-uns, et notamment un ami qui m'est très cher, c'est le général-major Ali Rdiri, qui est en prison depuis 985 jours, pour avoir tout simplement proposé une autre alternative pour l'Algérie. Et donc, quelque part, je sais que ça va faire bouger un peu les lignes, mais je vais quand même le dire. Quelque part, nous avions été les précurseurs de ce que sera le Hirak. Parce que quand il est venu dans la presse et dans les forums, et quand il a commencé à parler de la nécessité du changement, beaucoup de gens n'y croyaient pas du tout. Et c'est le premier qui a provoqué ce déclic au niveau de la population, en tout cas au niveau de ce que j'ai ressenti moi-même et de mes amis. Donc on était disposé à proposer une alternative démocratique, constitutionnellement respectueuse des lois et règlements de ce pays. C'est-à-dire faire une élection avec les textes en vigueur et la gagner dans les bureaux de vote et dans l'urne. Le Hirak est venu se greffer sur ce mouvement, et je suis tout à fait d'accord pour dire que ça a été un mouvement formidable. Seulement, il a été l'objet de plusieurs tentatives de récupération. On nous a fait passer, à travers le Hirak, souvenez-vous bien, c'est Jamal Din, à travers le Hirak, on nous a dit, puisque le peuple est dans la rue, on annule l'élection présidentielle. Mais personne, aucun intellectuel, et je m'adresse particulièrement à M. Moussi, aucun intellectuel n'est venu dire mais l'élection présidentielle est un droit constitutionnel. Nous, ce que nous voulions, c'était aller à l'élection et battre Abdelaziz Bouteflika à la régulière en respectant la République et sa constitution. Qu'est-ce qu'on nous a proposé? Notre programme. Et ceux qui se sont érigés en chef ou en leader ou en penseur ou en intellectuel du Hirak, ils nous ont dit, oh mais là c'est un général, il faut pas, on n'a pas besoin de cela, il faut aller vers quoi? On est parti vers n'importe quoi. Parce que personne n'a donné à ce Hirak un consensus et puis une façon d'aller vers justement la participation. Parce que la rue c'est bien une fois, c'est bien deux fois, c'est bien 100 fois, mais ça ne règle pas les problèmes. On a eu la Silmiya. Mais quelle participation, Aziz Mouatz, dans une élection réglée à l'avance, où l'administration censée la contrôler est elle-même partie prenante et connue pour ses pratiques frauduleuses? Merci pour cette question. Oui. Je crois que nous avons perdu Aziz Mouatz. On va essayer de le rappeler, s'il vous plaît. Asieg Choud. Alors, avant de vous donner la parole, nous allons réécouter M. Goujil et puis nous allons voir M. Tebboune et son tapis rouge pour permettre peut-être à Aziz Mouatz de revenir et de finir son raisonnement pour pouvoir faire le tour de micro normal. Les images de M. Tebboune et de M. Goujil, s'il vous plaît. ونحن حاليا الانتخابات المجموعات المحلية البلديات والولايات نستكمل البناء تاع الدولة، وحقيقة
لما نستكمل البناء تاع الدولة بمؤسساتها. أيضا أنا دائما ذكر أن نوفمبر يعود، وحقيقة نوفمبر يعود، ونضيف لهذا أيضا أن بومدين يعود. سيد احترامات الهرب ما تنفع. يعطيك الصحة على الزيارة هذيك تاع تعرفي دوانا جو صدفة برك سيد. لا مليحة مليحة طلعتي من معناها شوي. Aziz Mouad, c'est de retour. Aziz Mouad, c'est à vous. Nous avons perdu, nous avons retrouvé. Oui, c'est les aléas du téléphone. Ah oui. Vous aviez fait une remarque qui est très pertinente et je vous en remercie parce qu'on nous a toujours posé cette question. Est-ce qu'on peut gagner des élections dans ce système-là? Moi, je vous dis franchement, je dis oui. Parce que d'abord, ça a été fait. Le fils, en 1991 et 92, a gagné les élections avec ce système et avec cette constitution. Moi, je vous dis, ce qui s'est passé dans toutes les dernières élections, aucun parti politique en Algérie n'est capable de surveiller les urnes. Or, la loi électorale, elle permet la surveillance du bulletin de vote et elle permet tous les recours. Mais personne n'a été capable de s'organiser. Nous étions prêts à nous organiser, à mobiliser des citoyens et des militants et des adhérents pour que tous les bureaux de vote soient encadrés par nos représentants et qu'on suive les bulletins de vote et qu'on aille jusqu'au niveau du Conseil constitutionnel, voire au niveau du Conseil d'État, pour réclamer notre victoire. Et nous en étions convaincus. Et je vous dis, encore une fois, la démonstration est faite que c'est parce que nous étions capables de gagner derrière Ali Rdiri que le processus a été bloqué. Bien évidemment, on s'est abrité derrière le Hirak et derrière tout ce mouvement. Alors, je vais me permettre de vous pousser un peu. L'autre question sur le boycott, est-ce que vous pensez que c'est un désaveu des Algériens pour ce qui est de Tebboune, pour ce qui est des législatives, pour ce qui est du référendum et pour ce qui est des locales? Est-ce que les taux de participation extrêmement bas dans toutes ces élections, jusqu'au local, est-ce que c'est un désaveu ou est-ce que c'est juste de la démocratie? Non, c'est ni l'un ni l'autre. Il y a un problème, il y a un vrai problème de confiance. C'est pour ça que je vous dis, il y a un collège électoral qui existe, qui appartient au Hamas, qui appartient au FLN et qui appartient au RND, et c'est ce socle-là qui fait les élections. Si le reste de la population, les 50, 60, 70% ne participent pas, il est évident qu'on laisse la place vide. Il est logique que ce soit ceux qui se présentent qui vont rappeler la mise. C'est ce qui s'est toujours passé, alors que moi j'en appelle justement à la participation. Et il y a même très peu de partis politiques et de militants qui s'engagent à fond, qui vont voir. Moi j'ai vu des amis à moi qui ont appelé à un vote tribal, c'est-à-dire qu'ils ont mis leur nom en disant nous sommes la plus grande famille de telle région, j'invite les gens de ma famille. Nous sommes en 2021. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, mais Azmout, vous semblez occulter délibérément, sciemment, le fait que si les Algériens ne participent pas, c'est pour ne pas légitimer, donner une légitimité à une mafiocratie qui a pris le pouvoir par la force et par la fraude
et par la ruse et par la corruption de masse, les Algériens ne votent pas parce qu'ils considèrent qu'en votant, ils avalisent cette mafiocratie, ils la moralisent même. Là est toute la différence, Aziz Mouatz. Ne pas voter, ne pas s'exprimer. On peut donner. Le vote, il est comme ça, il a double tranchant. Vous votez chez vous, c'est ceux qui se présentent qui vont gagner. Vous allez donner, vous allez voter, vous allez vous exprimer. Vous avez le droit de mettre un bulletin nul, vous avez le droit, mais allez participer et pousser les gens. Moi je vous dis, nous, on s'est engagé derrière Adir Deli. Pourquoi on s'est engagé? C'était pas pour aller faire la fête ou l'emmener là où il est. C'était pour, justement, initier le changement à la régulière, en respectant les lois et règlements de ce pays, et en allant vers la population, vers le peuple, vers la jeunesse, pour leur expliquer que notre programme... Et je me permets de vous interrompre pour faire tourner le micro. Assia Guichaud, je présume que vous voulez commenter ce que nous dit Aziz Mouatz, à moins que vous ne vouliez une question. Oui, bien entendu, même si déjà à travers tes questions, les réponses étaient déjà présentes. Mais voilà pourquoi j'insiste à chaque fois pour qu'on se démarque dans ce hirak et qu'on utilise plus régulièrement le mot révolution. Parce qu'on voit bien qu'il y en a certains qui se prétendent faire partie de ce hirak ou on fait partie de ce hirak et qui osent même en revendiquer la paternité. Donc il faut se démarquer, c'est une révolution et tout le peuple algérien est en révolution. Il rejette totalement tout ce système. Et j'ai l'impression que M. Mouatz ne vit pas en Algérie, parce que quand il parle d'élections présidentielles, ou quelles que soient les élections dans ce pays, alors que l'histoire nous a bien montré qu'il y a que les élections sont truquées, la majorité, tout le temps, elles sont truquées tout le temps. Nous avons tous vu des images d'échanges d'urnes, même dans les wilayas les plus éloignés. Nous avons vu même des personnes qui se sont fait menacer parce qu'elles ne voulaient pas, des observateurs qui étaient là et qui se sont fait menacer parce qu'elles ne voulaient pas remettre les urnes. Voilà, donc le peuple algérien l'a très bien compris qu'il ne peut pas y avoir d'élection avec ce régime et que sa voix puisse passer, que le peuple ne pourra pas choisir, ne pourra pas élire ceux qui vont le représenter. Mais Assia, Aziz Mouatz, j'aimerais que vous nous répondiez, que vous nous disiez votre avis sur ce qu'il a dit. Il a dit clairement quelque chose qui est tout à fait logique, vu de loin, hein, je le précise. Le FLN, le RND, le MSP et les autres partis qui sont proches du régime ou qui sont dans le régime ont leur petit vivier habituel qui vote pour eux. Il n'est pas très élevé, mais c'est tout ce qu'il y a. Et en l'absence des autres tranches de l'électorat qui sont contre ces partis, à partir du moment où ils ne votent pas, donc ces partis remportent la victoire. Donc d'après lui, le meilleur moyen de changer les choses, c'est de demander aux gens de participer massivement. Et comme ils sont les plus nombreux, ils vont donc forcément remporter les élections au détriment des partis habituels. C'est une équation qui ne fonctionne pas en Algérie. Vraiment, voilà, il n'y a pas cette logique en Algérie. Et il a donné l'exemple des élections avec le fils en 91. Bah, regardez ce qui s'est passé après ça. Il y a eu quand même un coup d'État. Donc, on sait très bien que le pire peut venir de ce régime. Aujourd'hui, le peuple a compris qu'en Algérie, c'est soit le hagra, soit le harga. Donc voilà ce que le peuple a compris. Et je pense que si vous vivez là-bas, je ne sais pas dans quel milieu vous êtes, mais je pense que vous n'avez pas vraiment une vision de la réalité du terrain et de ce que le peuple est en train d'endurer. Vous ne savez pas. Est-ce que réellement vous avez une vision de ce qui est en train de se passer sur la question des droits de l'homme? Toutes ces personnes qui sont en prison parce que simplement elles ont donné leur opinion, parce qu'elles ont écrit un post sur Facebook. Vous savez combien de détenus d'opinion il y a dans les prisons? Enfin, voilà, je pense que si vous vous inscrivez, comme vous dites, dans une véritable démocratie, commencez déjà par exiger la libération de tous ces détenus d'opinion. Enfin, moi, ça me fait hérisser les poils, Jamaldine, quand j'entends ça. Je suis vraiment navrée. Mais voilà, les faits sont là.
ce régime ne veut absolument pas le bien ni de l'Algérie ni du peuple algérien, sinon il le laisserait s'exprimer librement. Ça commence par là, Jamal El-Din. Je suis désolée de m'emporter, mais moi j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même fréquence finalement. On ne parle pas le même langage. C'est un constat évident depuis 62. Le peuple l'a très bien compris. Il s'est inscrit dans une révolution. C'est le cas aujourd'hui. C'est ce qui est en train de se passer. Et toutes les élections seront rejetées, quelles que soient les élections. Même s'il y a encore des présidentielles dans pas très longtemps d'ailleurs. Voilà, le temps est en train de passer. Et ben, le peuple rejettera encore une fois ces élections. Hassan Moussi. Je voulais apporter justement quelques correctifs par rapport à ce qu'a dit notre ami Mouat. D'abord, pourquoi on a précipité toutes ces élections? Pourquoi on s'est empressé? Pourquoi on a été trop vite en besogne? On a mis un peu la charrue avant les bœufs, tout simplement parce qu'on a peur du Hirak. Parce qu'on a peur de cette quasi-totalité du peuple algérien qui sortit réclamer les libertés d'expression, les libertés individuelles et collectives, la démocratie, une transition vers la construction d'un état de droit, révision de certaines lois. On n'a pas dit que la constitution est mauvaise à 100%, on n'a pas dit que les chartes algériennes sont mauvaises à 100%. On a dit qu'on a besoin d'une période de transition pour assainir un petit peu tous ces chemins qui mènent à l'élection, qui ne mènent pas à Rome, à l'école, qui mènent à de vraies élections pour que l'on puisse voter librement, démocratiquement, en toute transparence. Deuxièmement, pensez-vous que c'est le Hirak qui a fait bouger tout cela? Ça me rappelle un peu le fameux tamis de ma grand-mère, cette Algérie-là, Jamal. On repart toujours à la case de départ. Elle tourne son tamis, elle tourne, et lui donne une claque. Elle tourne, et lui donne une claque. Vous savez pourquoi elle donne la claque, la vieille dame, quand elle fait le tamis, sa farine? C'est pour remonter à la surface tout ce qui est donc à chaque fois, on purifie, on passe le bon grain, le tête au livret, à chaque fois. Ça veut dire qu'à chaque fois, on nous revient à la tête, au sommet, on nous prend le pouvoir. C'est le fameux rebelle de ma grand-mère. Les conditions n'étaient pas réunies, monsieur Mouat. Les conditions n'étaient pas réunies. Le fichier électoral n'était pas actualisé. La répression battait son plein. Les prisons étaient pleines. Il n'y avait pas comment on appelle cela? On n'a pas apaisé la situation. Est-ce que c'est normal, moi, d'aller voter à Jamal quand j'ai 2 membres de ma famille qui sont en prison et quand je leur pose la question, c'est pas normal. La constitution elle-même dont parle monsieur Mouat dit que vous êtes libre de manifester. On n'a rien cassé. Ici à Montréal, on nous a dit que vous êtes les champions des manifestations. On n'a jamais retrouvé un mégot ou une petite pierre place Takom, ni Bakar ni Walou. On a été pacifique autant en Algérie, dans toutes les villes algériennes qu'à l'étranger. Maintenant, c'est ça, c'est toutes ces conditions qui n'étaient pas réunies. La chaise vide, les voter. On voter, mais le soir, les urnes vont aller à l'hôtel Aliti, ils vont les remplir d'autres choses. Je vais dormir là-bas. L'armée ne va pas me laisser dormir là-bas. La police ne va pas me laisser, moi, m'occuper des boîtes d'urnes là. C'est pas possible. On ne peut pas être partout dans les 2000 et quelques, je sais pas, APC. Ceci dit, vous avez posé la question à Jamal, à M. Mouat, et je crois qu'on a filé un peu la réponse. Qu'est-ce que vous entendez par Madani et Machi Askaria? Ça veut dire que l'armée, son objectif pour nous, pour le peuple algérien, pour la Constitution, comme dans tous les pays du monde, son objectif, c'est de sécuriser le pays, l'État et la population. Ça veut dire que l'État-major ne doit pas demander, ne doit pas décider des politiques à mener dans le pays. Ni d'une éventuelle guerre à faire. Ce n'est pas à l'état-major de dire nous allons faire la guerre avec X ou Y ou Z pays. Ce n'est pas à l'état-major de prendre une décision pour aller construire un barrage vert. Ce n'est pas à lui de bouger les frontières. Ce n'est pas à l'état-major de prendre comme ça sur le coup de tête son armée et la déplacer au Tchad ou en France ou en Amérique latine. C'est aux politiques tout cela. C'est aux Madani de faire tout cela. L'armée se doit d'exécuter la décision du Madani politique, mais elle doit proposer sa stratégie.
elle doit exécuter l'ordre du politique, du Madani, selon ses stratégies avec l'armée, selon les capacités de l'armée et selon la technicité de l'armée. Le budget affecté à l'armée n'est pas une condition sine qua non de l'armée. Ce n'est pas à l'état-major de venir, moi qui suis président ou ministre du budget, de l'économie, me dire « Ah, les 10 milliards de dollars, ou la 11 ou la 12 ». Je vais lui dire « Propose, fais-moi ta proposition. Qu'est-ce que tu vas faire pendant l'année? Qu'est-ce que tu vas acheter? Quels sont tes projets? Lui, il est mieux stratège que moi, politique. Lui, militaire, il voit la stratégie du pays. Il est là à sécuriser. Quand j'ai ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je peux lui donner plus de 10 milliards de dollars. Je peux lui donner moins de 10 milliards de dollars. Je peux lui donner la demande terre. Donc, c'est au Madani que revient la décision. Ce n'est pas à l'état-major de décider des élections. Ce n'est pas à l'état-major de décider du nombre de wilayas créés en Algérie. Ce n'est pas à l'état-major de décider de la relance économique. Voilà ce que voulait le Hirak. C'est le civil politique qui doit décider de tout cela. Et à ce moment-là, tout le monde trouvera son compte. L'askri el-Qarouhou, l'état-major el-Qarouhou, le politique el-Qarouhou. C'est ça ce que nous voulons dire par Madaniya, Machi Askaria, l'armée khouatna khouya. Moi, j'ai 2, 3 membres de ma famille qui sont Wahad Jundi, Wahad Caporal, Wahad il est sous-off. Je ne peux pas m'attaquer à ces gens-là. Nous sommes en train de dire il y a une poignée de généraux qui sont en train de squatter l'Algérie. Une poignée de généraux. Il y a des bons généraux dans l'armée algérienne. Il y a des bons politiciens dans le pouvoir algérien. Il y a des bons maires, des bons walis. Mais grosso modo, tout est perverti. Nous voulons revoir tous ces aspects-là de subvention, d'économie, de relance. On a les moyens, mais on n'a pas la marge de manœuvre. Et je me permets de vous interrompre. C'est le dernier tour du micro. Vous aurez malheureusement seulement 1 minute chacun pour conclure. Aziz Mouatz, en moins d'1 minute, s'il vous plaît. Oula, oui. C'est pas facile parce que le temps, mes 2 contradicteurs ont eu beaucoup de temps et ils ont soulevé beaucoup de questions. Non, rassurez-vous, vous avez eu plus de temps que tous les 2. Je vous le confirme. Allez, mais allez-y. Non, mais je vous crois. Non, mais je vous crois, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Je voulais juste faire 2 remarques. Oui. La première remarque, regardez la carte de l'Algérie. Vous avez une région qu'on appelle la Kabylie, où il y a habituellement 2 grands partis politiques enfin 2, il y en a 3 ou 4, parce qu'il y a le FLN, le RND, mais surtout le FFS et le RCD. Cette année, le RCD a décidé, en toute objectivité, puis en toute démocratie, de ne pas participer aux élections. Je trouve que c'est quand même un peu cocasse pour un parti politique de ne pas présenter des candidats pour justement un mandat politique ou administratif. Le FFS a participé, il a obtenu quand même beaucoup d'élus dans les mairies. Je crois qu'il y a 700 ou 800 élus du FFS qui ont été, malgré les distensions internes. Seconde et dernière remarque à M. Moussi, qui a des amis et des parents qui sont des militaires. Et ça s'adresse aussi à notre ami de Strasbourg. L'Algérie est le seul pays au monde. Guéchaud, oui. L'Algérie est le seul pays au monde où depuis 2 ans et demi maintenant, on compte pas moins de 35 généraux et officiers supérieurs qui sont sous contrôle judiciaire. Si vous avez un contre-exemple, je suis preneur. Et je me permets de vous interrompre. Elle est en train de faire son propre nettoyage. Elle est en train de faire un travail. Je me permets de vous interrompre. D'autres vous répondraient que c'est juste un règlement de compte entre clans mafieux. Assia Guichoud. Assia Guichoud, en 1 minute, s'il vous plaît. Je suis désolé. Oui, exactement. C'est vraiment un règlement de compte entre clans mafieux, c'est clair. Et j'aurais bien voulu que M. Aziz Mouatz, au lieu de pointer du doigt les 3 personnes qui font partie de la famille qui étaient militaires, mais qu'il rebondisse sur le fait que 2 de sa famille soient en prison justement parce qu'ils ont pris le drapeau de notre ami qui est au Canada, parce qu'ils ont pris le drapeau et ils ont crié Daoula Madaniya, M. Askaria, des gauches morales. Et ces personnes-là, à mon avis, sont encore en prison. Il n'a pas dit quoi que ce soit sur les détenus d'opinion et je déplore. Ce que je peux dire, Jamaldine, pour le mot de la fin, Daoula Madaniya, Machi Askaria, c'est un slogan très important. Ibn Haouga, ce ne sont pas que des slogans, c'est vraiment inscrit dans la révolution algérienne et c'est
comme disait aussi notre ami du Canada, excusez-moi, j'ai oublié le nom, comme il disait, Dawla Madaniya Machi Askariya, c'est pas parce qu'on n'aime pas notre armée, bien au contraire, mais on veut que l'armée soit dans son rôle, c'est-à-dire des techniciens qui s'occupent de la défense de l'Algérie, des frontières, et soit sous les ordres des civils qui, eux, vont s'occuper de la politique. Voilà ce que ça veut dire, Dawla Madaniya Machi Askariya. Ça ne veut pas dire qu'on est contre notre armée. Merci, merci Assia. Hassan, le mot de la fin. De préférence en moins d'1 minute. C'est chaud, assez chaud, Hassan aussi, si tu ne me connais pas, c'est grave. Ceci dit, Malèche, moi je t'estime bien. Jamal, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini, disait un Québécois, un journaliste québécois. Ça veut dire quoi? On en a marre de revenir à la case de départ. Que chacun de nous, depuis Chingri Hatabon jusqu'à moi-même, pensons à cette Algérie qui ne mérite pas toutes ces histoires, tout ce retard que nous sommes en train de lui cumuler. Le boycott, le boycott cette fois-ci qui est très très important, il ne signifie pas la même chose que dans les pays européens. En Algérie, c'est l'abstentionnisme. Ça veut dire que les gens ne veulent plus de tout ce grabuge, ces comédies-là. Ils veulent une élection propre, une vraie élection. Ils attendent cette élection, ils attendent ce concept-là. Et pour l'instant, c'est un rejet total de ce qui vient du pouvoir. C'est ça ce que signifie ce grand taux d'abstentionnisme. C'est le rejet total. Le FFS, il a parlé, M. Mouat, du RCD. Moi, je lui parle du FFS. Lui, il parlait du FFS. Le FFS, il s'est gouré, trompé, plongé dans je ne sais pas quoi. Pourquoi? D'abord, il a mal fait de faire sur sa politique en parlant de région et de régionalisme et de régionaliste. Il devrait agir en tant que parti politique algérien, qu'il ne me parle pas seulement de sa Kabylie. Je suis désolé, la Kabylie appartient à Djemal Benchouf et à tout le peuple algérien. Donc, monsieur le FFS, messieurs les responsables du FFS, abordez vos élections au niveau national. Et enfin, je termine avec ça, parce que j'ai horreur quand on me parle de mon village. Moi aussi, je vais demander demain la Khartia Ibrahim. Et enfin, Djemal, le Hirak est en stand-by tout simplement. Le Hirak, le peuple algérien, il a glissé la puce du Hirak. Elle est téléchargée dans toute la tête des Algériens. Merci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons revenir encore au champ de bataille de manière pacifique jusqu'à ce que cette Algérie soit guérie de tous ces mots. M-A-U-X. Hassan Moussi, merci beaucoup. Assia Gueshoud, merci beaucoup. Aziz Mouatz, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. مدنية ماشي عسكرية. قاول خير بسلامة.